Un père noir et célibataire a accueilli une jeune fille pour une seule nuit, sans savoir qu'elle était la fille d'un millionnaire. Vous pensiez vraiment pouvoir profiter de ma fille et vous en tirer à bon compte. La voix glaciale de Richard Whitmore résonna dans le combiné tandis qu'André le tenait entre ses mains tremblantes. Je vais vous détruire, vous et votre famille pathétique. André Souza, 34 ans, travaillait comme infirmier de nuit et n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse se transformerait en pire cauchemar de sa vie. 3 semaines plus tôt, lors d'une violente tempête, il avait trouvé une jeune fille trempée et effrayée dans la rue. Sans hésiter, il lui avait offert l'hospitalité dans sa modeste maison, où il vivait avec sa fille Isabella, âgée de 7 ans. La jeune fille s'était présentée comme Emma, une étudiante qui avait perdu son portefeuille et son téléphone portable. Pendant 2 semaines, elle a vécu avec eux comme une membre de la famille, aidant aux tâches ménagères, jouant avec Isabella et tissant des liens sincères. André n'a jamais soupçonné qu'Emma était en réalité Sophia Whitmore, héritière d'un empire immobilier évalué à 200 millions de dollars. Papa, qui crie au téléphone. Isabella est apparue dans la cuisine, encore en pyjama, se frottant les yeux endormis. André a esquissé un sourire rassurant tout en raccrochant, mais son cœur battait à tout rompre. Les menaces de Whitmore avaient été claires. Poursuite pour enlèvement, destruction de sa carrière, perte de la garde d'Isabella. Ce que Richard Whitmore ignorait, c'est qu'André avait méticuleusement documenté chaque instant du séjour de Sophia. Non par méfiance, mais parce qu'il travaillait avec des protocoles hospitaliers et avait l'habitude de tout consigner. Chaque conversation, chaque larme de gratitude de la jeune fille, chaque moment d'affection sincère entre elle et Isabella, tout était soigneusement archivé. Lorsque Sophia est partie ce matin-là, ne laissant qu'une lettre de remerciement écrite à la main, André n'aurait jamais imaginé que 3 jours plus tard, sa vie serait bouleversée. Le premier signe est apparu lorsqu'il a été convoqué par la direction de l'hôpital. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant votre comportement inapproprié en dehors du travail, lui a dit la superviseuse, en évitant de le regarder dans les yeux. Alors qu'André regardait les agents de sécurité fouiller son appartement sur ordre d'un tribunal suspect, son expression restait étrangement sereine. Isabella s'accrochait à sa jambe, confuse et effrayée, mais il lui caressa simplement les cheveux et murmura « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Des personnes très puissantes sont sur le point de découvrir qu'elles ont complètement sous-estimé la mauvaise personne. Si vous aimez cette histoire d'injustice et que vous ne voulez pas manquer le moment où la vérité éclate, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va montrer que même les plus riches peuvent être renversés par un simple enregistrement. » La persécution de Richard Whitmore n'a pas tardé à s'intensifier. Le lendemain, André a reçu une notification de l'école d'Isabella l'informant que ses frais de scolarité avaient été bloqués en raison de problèmes juridiques en cours. Il en a été de même pour son assurance maladie, son compte bancaire et même le financement de son petit appartement. « Papa, pourquoi la dame de l'école a-t-elle dit que je ne peux plus manger à la cantine ?» a demandé Isabella tandis qu'André la ramenait à la maison. Ses yeux innocents reflétaient la confusion et la peur, des sentiments qu'il ne voulait jamais que sa fille éprouve à cause de sa gentillesse. André serra la petite fille dans ses bras, sentant le poids de l'injustice lui brûler la poitrine. Richard Whitmore utilisait son pouvoir financier comme une arme, coupant systématiquement tous les aspects de la vie d'André. Cet homme ne voulait pas seulement se venger, il voulait détruire complètement une famille innocente. L'appel arriva à 2 heures du matin. « Tu vois comme c'est facile de démanteler ta petite vie pathétique. » La voix de Whitmore était empreinte de venin. « Demain, je vais t'annuler le reste de tes contrats. Dans 1 semaine, vous serez à la rue. » Et ce n'est que le début. Ce que Whitmore ignorait, c'est qu'André avait grandi dans des orphelinats publics, survivant à un système qui avait tenté de le briser à l'âge de 5 ans. Il connaissait intimement le sentiment de se voir brutalement dépouillé de tout, d'être sous-estimé par des gens qui jugeaient sa valeur uniquement sur la couleur de sa peau et l'absence de nom de famille important. « Mon père a bâti un empire à partir de rien », a poursuivi Whitmore, son arrogance débordant au téléphone. « Vous n'êtes qu'un profiteur de plus qui essaie de s'accrocher à ce qui ne vous appartient pas. Sophia était vulnérable, confuse, et vous avez profité de la situation. » André est resté silencieux, laissant l'homme révéler chaque couche de préjugés et de privilèges qui façonnait sa vision du monde. Chaque mot était enregistré dans l'application qu'il avait discrètement téléchargée après la première menace, une habitude prise au fil des années passées à travailler dans des environnements hospitaliers où la documentation était une question de vie ou de mort. « Les gens comme vous, » cracha Whitmore, « doivent se rappeler leur place dans la société. Vous pensiez pouvoir jouer à la famille heureuse avec une Whitmore? Ma fille vaut plus que tout ce que vous pourriez accumuler en 10 vies. » Le lendemain matin, André reçut une visite inattendue. Le docteur Sandra Martinez, une avocate spécialisée dans les droits civils qu'il avait rencontrée des années auparavant lors d'une affaire de discrimination à l'hôpital, frappa à sa porte avec un air déterminé.
J'ai entendu des rumeurs au sujet de votre situation, dit-elle en entrant sans cérémonie. Richard Whitmore n'est pas seulement connu pour sa richesse, André. Il a l'habitude de recourir à l'intimidation juridique pour faire taire les personnes qu'il juge indignes de sa famille. Sandra révéla que ce n'était pas la première fois que Whitmore s'en prenait à quelqu'un. 3 ans auparavant, il avait ruiné financièrement un jeune professeur qui était tombé amoureux de sa nièce. 2 ans avant cela, il avait détruit la carrière d'un artiste que sa fille aînée avait rencontré à Paris. Le schéma est toujours le même, a expliqué Sandra en étalant des documents sur la table basse d'André. Menaces, persécutions financières, pression juridique jusqu'à ce que la personne disparaisse de leur vie. Et ça marche toujours parce que ces victimes sont des gens ordinaires qui n'ont pas les moyens de se défendre. André regarda les papiers, puis sa fille qui jouait tranquillement dans un coin de la pièce, sentant clairement la tension dans l'air. Quelque chose dans son expression changea, non pas en désespoir ou en peur, mais en une détermination froide que Sandra reconnut immédiatement. « Il ne sait pas à qui il a affaire », murmura André, une petite étincelle dangereuse brillant dans ses yeux. Les gens comme Whitmore vivent dans des bulles si privilégiées qu'ils en oublient qu'il existe d'autres formes de pouvoir que l'argent. Tandis que Richard Whitmore célébrait silencieusement ce qu'il croyait être une nouvelle victoire facile contre une famille inférieure, André ouvrait discrètement un dossier sur son ordinateur. 2 ans de documentation minutieuse sur chaque moment que Sophia avait passé chez lui, chaque larme de gratitude, chaque sourire sincère échangé avec Isabella. Une histoire complètement différente de celle que son père milliardaire avait construite dans son esprit plein de préjugés. Chaque nouvelle menace ne faisait que renforcer quelque chose en lui que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer, se préparant à révéler des vérités qui feraient trembler l'empire Whitmore sur ses fondations dorées. André passa les 3 jours suivants à travailler discrètement avec Sandra Martinez, transformant son petit appartement en un centre d'opérations improvisé. Pendant qu'Isabella dormait, ils analysaient chaque enregistrement, chaque document, chaque empreinte numérique que Whitmore avait laissée lors de ses menaces. « Regarde ça », dit Sandra en montrant l'écran de l'ordinateur portable, les yeux brillants de cette découverte. Whitmore a utilisé exactement les mêmes tactiques d'intimidation dans au moins 4 affaires au cours des 5 dernières années. Il a toujours suivi le même scénario, isolement financier, pression juridique et persécution systématique. Ce qu'ils avaient découvert était un schéma effrayant. Richard Whitmore n'était pas seulement un père protecteur, c'était un prédateur social qui utilisait sa richesse comme une arme contre toute personne qu'il jugeait indigne de sa famille. Chaque victime avait été réduite au silence grâce à des accords à plusieurs millions de dollars assortis de clauses de confidentialité. Mais cette fois, il a commis une erreur, murmura André en réécoutant les enregistrements des appels menaçants. Il a supposé que je serais une victime facile, que je céderais au premier signe de pression. La persécution de Whitmore s'intensifia considérablement. Le lendemain matin, André découvrit que son agrément professionnel avait été temporairement suspendu en raison d'une mystérieuse enquête éthique. Son compte bancaire fut bloqué pour activité suspecte et le propriétaire de son appartement reçut un appel anonyme au sujet de locataires problématiques. « Papa, pourquoi ces hommes prenaient-ils des photos de notre maison ?» demanda Isabella en s'accrochant à sa jambe. André avait remarqué les détectives privés qui rôdaient dans le quartier, documentant chacun de ses mouvements, chaque personne qui se rendait chez lui. Mais Richard Whitmore avait complètement sous-estimé son adversaire. André n'était pas seulement un infirmier dévoué, il avait grandi en naviguant dans les systèmes complexes de l'aide sociale, apprenant dès son plus jeune âge à documenter méticuleusement chaque interaction officielle. Son expérience des protocoles hospitaliers avait transformé cette compétence en une arme silencieuse. « Il essaie de me ruiner financièrement avant toute procédure judiciaire », expliqua André à Sandra lors d'une de leurs réunions nocturnes. Mais chacun de ses mouvements est enregistré, chaque menace est documentée. Il est en train de monter notre dossier contre lui-même. Sandra sourit avec une admiration grandissante. Tu te rends compte que nous avons suffisamment de matériel non seulement pour des poursuites pénales, mais aussi pour une action civile qui pourrait lui coûter des millions. Le moment décisif arriva lorsqu'André reçut un appel direct de Sophia, le premier depuis son départ. Sa voix était chargée de larmes et de désespoir. « André, j'ai besoin de te parler. Mon père dit des choses horribles sur toi et Isabella. Il prépare quelque chose de terrible. » Elle s'interrompit, luttant visiblement pour trouver ses mots. « Il a engagé des gens pour placer des preuves chez toi. » André sentit son sang se glacer, mais sa voix resta calme. « Sophia, tu vas bien? Où es-tu en ce moment? » « Je me cache dans son bureau. J'ai entendu une conversation téléphonique, il va essayer de te faire accuser d'enlèvement et de choses bien pires. André, tu dois t'enfuir. Emmène Isabella et quitte la ville. »
André regarda Sandra, qui avait entendu toute la conversation grâce au haut-parleur. Elle fit un signe affirmatif, elle enregistrait également tout. Sophia, écoute-moi attentivement. Ne fais rien qui puisse te mettre en danger. Mais si tu peux enregistrer ces conversations. Je le fais déjà, murmura-t-elle. Depuis des semaines. J'ai des enregistrements, des emails, des messages. André, mon père n'est pas seulement cruel, il est dangereux. Il a ruiné la vie de tant de gens. La communication fut brusquement coupée, mais cette révélation changea complètement la donne. Désormais, André et Sandra n'étaient plus seuls face à un milliardaire puissant. Ils avaient une alliée à l'intérieur, quelqu'un qui avait directement accès aux stratégies et aux preuves de Whitmore. Ce soir-là, André coucha Isabella avec une sérénité que la petite fille n'avait pas vue depuis des jours. Elle remarqua le changement chez son père. « Papa, tu as l'air moins inquiet aujourd'hui. » André embrassa doucement son front. « Parfois, ma chérie, quand des gens très méchants essaient de faire du mal à des gens bien, ils finissent par se faire du mal à eux-mêmes. Et papa attend simplement que cela arrive. » Dans la cuisine, Sandra classait des documents avec une efficacité qui impressionnait André. « Tu te rends compte de ce qu'on a là ?» dit-elle en montrant les piles de preuves. Ce n'est pas seulement un cas de harcèlement ou d'intimidation. C'est un schéma criminel de complot, d'extorsion et d'abus de pouvoir. André acquiesça, mais ses yeux trahissaient quelque chose de plus profond. « Sandra, j'ai grandi en étant sous-estimé toute ma vie. Par mes professeurs, par mes patrons, par un système qui ne voyait en moi qu'un jeune noir sans avenir. J'ai appris que la meilleure défense n'est pas de riposter avec colère, mais de laisser les autres révéler qui ils sont vraiment. Et Whitmore révèle bien plus qu'il ne le pense, acquiesça Sandra en souriant. Alors qu'il rangeait les dernières preuves de la soirée, André reçut un SMS d'un numéro inconnu. C'était Sophia. Demain à 10h, il va planquer de la drogue chez toi. J'ai l'enregistrement où il donne l'ordre. Ne sois pas là. André montra le message à Sandra, qui se mit immédiatement à passer des coups de fil. Nous allons transformer son piège en notre plus grande victoire, dit-elle, les yeux brillants de détermination. Pendant un instant, quand André a regardé par la fenêtre et a vu les enquêteurs qui rôdaient encore dans sa rue, tout le monde aurait pu penser qu'il allait assister à une nouvelle victoire facile d'un milliardaire contre une famille modeste. Mais ceux qui observaient attentivement le sourire serein sur le visage d'André remarquaient que ce n'était pas la résignation qui l'animait, mais la confiance silencieuse de celui qui s'apprête à transformer l'arrogance de son oppresseur en arme de sa propre destruction. À 9h45, André était assis calmement dans une camionnette garée à 3 pâtés de maison de chez lui, observant plusieurs écrans d'ordinateur qui diffusaient des images en direct de chaque pièce de son appartement. Sandra avait mis en place un système de surveillance professionnelle pendant la nuit, avec des caméras cachées à des endroits stratégiques. « Ils sont là », murmura Sandra en montrant l'un des écrans qui montrait 2 hommes habillés en techniciens de maintenance s'approchant de la porte arrière. L'un d'eux portait une boîte à outils étrangement lourde pour une simple réparation de plomberie. André ajusta les écouteurs reliés au microphone directionnel qui avait été installé discrètement. Chaque mot, chaque mouvement était enregistré en haute définition, avec horodatage et localisation GPS automatique. « Tu es sûr que le grand noir n'est pas à la maison ?» demanda le premier homme en forçant la serrure avec un passe-partout professionnel. « Whitmore a confirmé qu'il était au travail jusqu'à midi », répondit le second en sortant 3 petits paquets en plastique de la boîte à outils. « On va répandre ça dans toute la maison. La chambre de l'enfant, la cuisine, sous le matelas. Plus ça sera évident, mieux ce sera. » André serra les poings, mais continua à contrôler sa respiration. Isabella était en sécurité chez Sandra, complètement inconsciente de l'horreur que son père était en train de vivre dans sa propre maison. À 10h05, exactement comme Sophia l'avait prévu, Richard Whitmore appela directement le commissariat local. « J'ai des informations concernant une activité suspecte liée à la drogue dans l'appartement 17 de Maple Street, dit-il d'une voix légèrement déformée. Je pense qu'un enfant est en danger immédiat. » Ce que Whitmore ignorait, c'est que Sandra avait anticipé ce coup. Grâce à ses contacts dans le système judiciaire, elle avait discrètement alerté le département des affaires internes d'une possible opération de fabrication de preuves impliquant un milliardaire local. Lorsque la police est arrivée à l'appartement d'André, elle n'a pas seulement trouvé les drogues placées là. Elle a également trouvé les 2 techniciens, encore sur place, une caméra de sécurité active transmettant tout en direct à des avocats spécialisés dans les droits civils et des enregistrements audio cristallins de Richard Whitmore coordonnant toute l'opération. « Monsieur Whitmore », a déclaré le détective Morrison au téléphone, d'une voix empreinte d'un froid professionnel qui a immédiatement fait comprendre au milliardaire que quelque chose avait mal tourné. « Nous devons parler. Maintenant. » La première réaction de Whitmore a été d'essayer d'user de son influence habituelle. « Détective, je pense qu'il y a un malentendu.
Je suis Richard Whitmore, de Whitmore Holdings. Nous devrions peut-être organiser une réunion par l'intermédiaire de mes avocats. Monsieur Whitmore, l'interrompit Morrison, vous faites l'objet d'une enquête officielle pour complot, fabrication de preuves, tentative d'incrimination d'une personne innocente et une liste d'autres accusations que vos avocats pourront vous expliquer en détail. Je vous suggère de vous rendre volontairement. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, André observait en temps réel la destruction méticuleuse de l'Empire que Whitmore avait utilisée comme une arme contre des familles innocentes. Sandra avait coordonné une opération sur plusieurs fronts qui allait bien au-delà d'une simple défense. Les enregistrements des menaces téléphoniques ont déjà été envoyés au procureur, expliqua Sandra en montrant une liste de contrôle sur sa tablette. Les documents financiers que Sophia nous a fournis ont révélé 3 autres cas identiques au cours des 5 dernières années. Et le meilleur dans tout ça. Sandra sourit en ouvrant un nouvel onglet. Les médias sont déjà au courant. Channel 7 News, The Tribune, même le Washington Herald. L'histoire sera diffusée sur toutes les chaînes à 18 h. André regarda les images de Whitmore escorté hors de son immeuble par des agents fédéraux. L'homme qui avait terrorisé sa famille pendant des semaines marchait maintenant la tête baissée, entouré de journalistes et de caméras, son arrogance transformée en désespoir palpable. Le téléphone d'André sonna. C'était Sophia, la voix tremblante mais soulagée. « André, j'ai réussi. J'ai des enregistrements d'au moins 10 appels où il prévoit de détruire des innocents. J'ai des emails, des virements bancaires, tout. » « Sophia, tu es en sécurité ?» demanda André, sincèrement inquiet pour la jeune femme qui avait tout risqué pour exposer les crimes de son propre père. « Je déménage chez ma tante à Seattle, » répondit-elle. « Mais avant de partir, je voulais que tu saches que ces 2 semaines passées chez toi ont été les premières de ma vie où je me suis senti membre d'une vraie famille. Isabella a beaucoup de chance d'avoir un père comme toi. » À 6 h du soir, André était chez lui avec Isabella, regardant les informations tout en préparant le dîner ensemble. Le titre principal annonçait que Richard Whitmore avait été inculpé de multiples chefs d'accusation fédéraux. Un homme d'affaires milliardaire est arrêté pour complot et persécution systématique de familles vulnérables, annonçait la présentatrice. Des documents obtenus en exclusivité par notre chaîne révèlent un abus de pouvoir qui dure depuis plus de 10 ans. Isabella regarda son père, perplexe. « Papa, c'est lui qui était méchant avec nous. » André éteignit la télévision et s'agenouilla à la hauteur de sa fille. « Oui, ma chérie. Mais maintenant, il ne peut plus faire de mal à notre famille ni à aucune autre famille. »« Comment tu savais que tout allait bien se passer ?» demanda Isabella, avec la curiosité innocente d'une enfant de 7 ans. André sourit en repensant à toutes les nuits qu'il avait passées éveillé à documenter chaque menace, chaque mouvement de Whitmore, construisant patiemment le dossier qui venait de détruire un empire corrompu. « Parfois, ma chérie, quand des gens très méchants essaient de faire du mal à des gens bien, ils finissent par se faire du mal à eux-mêmes. Papa a juste aidé cela à arriver un peu plus vite. » Ce soir-là, après qu'Isabella se fut endormie, André reçut un appel du docteur Martinez. « André, avez-vous une idée de ce que vous avez accompli ? Whitmore n'a pas seulement perdu son entreprise. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour le destituer. Ses comptes ont été gelés dans l'attente d'une enquête fédérale. Et 3 autres familles qu'il avait persécutées intentent des poursuites civiles pour plusieurs millions de dollars. » André regarda par la fenêtre de son petit appartement, là où tout avait commencé lorsqu'il avait accueilli une jeune fille effrayée pendant une tempête. 3 mois plus tard, l'homme qui avait tenté de détruire sa vie par pur préjugé était confronté à la ruine totale de tout ce qu'il avait construit par l'intimidation et l'abus de pouvoir. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans la chute de Whitmore. Elle résidait dans le fait qu'André avait protégé sa fille, préservé sa dignité et prouvé que la justice ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni compte en banque. Elle exige seulement du courage, de l'intelligence et le refus absolu d'accepter que l'injustice soit inévitable. Alors que Richard Whitmore passait sa première nuit en cellule, réfléchissant à la façon dont il avait complètement sous-estimé un infirmier noir issu des banlieues, André embrassait Isabella sur le front et planifiait silencieusement les prochaines étapes de leur vie. Car lorsque la tempête passe, il est temps de tout reconstruire encore plus fort qu'avant. 6 mois après l'effondrement de l'Empire Whitmore, André Souza était assis dans son nouveau bureau, qui n'était plus le petit appartement où tout avait commencé, mais un espace spacieux et lumineux qui reflétait un changement complet de sa situation. La table devant lui était couverte de contrats, d'offres d'emploi et d'invitations à donner des conférences dans des universités à travers tout le pays. « Papa, tu as vu ? Tu es encore dans le journal. » Isabella entra en courant, tenant le numéro du Tribune. La une titrait « L'infirmier qui a affronté un milliardaire corrompu inaugure un institut pour les droits civiques. » Sa fille, désormais âgée de 8 ans, s'était épanouie au cours des derniers mois,
retrouvant toute sa confiance et sa joie de vivre après la sombre période de persécution. André sourit en prenant le journal et en regardant la photo qui montrait la façade de l'Institut André Souza pour la justice sociale, une organisation qu'il avait fondée grâce à l'indemnisation d'1 million de dollars obtenus de Whitmore et aux dons de sympathisants du monde entier. Ce qui avait commencé comme une simple défense personnelle s'était transformé en un mouvement national contre l'abus de pouvoir des entreprises. « Docteur Martinez est là », annonça Isabella en désignant Sandra qui marchait dans le couloir avec une pile de documents. L'avocate était devenue non seulement son associée à l'Institut, mais aussi l'une des défenseuses des droits civiques les plus respectées du pays après l'affaire Whitmore. « André, nous avons des nouvelles de notre ami », dit Sandra en s'asseyant à la table avec une expression de satisfaction contenue. Richard Whitmore a été officiellement déclaré en faillite hier. Le dernier de ses actifs a été vendu aux enchères pour payer les indemnités aux familles qu'il a persécutées. André acquiesça silencieusement. Au cours des derniers mois, il avait discrètement suivi la destruction systématique de la vie de Whitmore. Il y eut d'abord les accusations criminelles qui lui valurent 3 ans de prison. Puis les poursuites civiles qui drainèrent chaque centime de sa fortune. Enfin, l'isolement social total. Ses anciens amis, ses associés et même les membres de sa famille l'abandonnèrent lorsque l'étendue de ses crimes fut rendue publique. Il a essayé de me contacter à nouveau, poursuivit Sandra. C'est la 3e lettre ce mois-ci. Il continue d'essayer de négocier une sorte d'accord, offrant des informations sur d'autres personnes influentes impliquées dans des stratagèmes similaires. André regarda par la fenêtre de son bureau, qui donnait sur le parc où Isabella jouait pendant les pauses. « Les gens comme Whitmore ne comprennent jamais vraiment ce qu'ils ont fait de mal, » murmura-t-il. Ils regrettent seulement d'avoir été pris. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était un appel international. L'université d'Oxford lui offrait une chaire en études sur la justice sociale, en raison de son travail pionnier dans la documentation des abus de pouvoir institutionnel. André était devenu, sans le vouloir, l'un des plus grands experts mondiaux sur la manière dont les individus peuvent lutter efficacement contre la corruption systémique. « Papa va à Londres ?» demanda Isabella, qui avait entendu une partie de la conversation. « Seulement pour quelques mois », répondit André en lui caressant les cheveux. « Pour enseigner à d'autres comment se défendre lorsque des personnes puissantes essaient de leur faire du mal. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Richard Whitmore était assis dans sa petite cellule de prison, entouré de coupures de journaux relatant sa chute. Chaque titre était un souvenir douloureux de la façon dont il avait complètement sous-estimé un infirmier de banlieue. Ses avocats avaient abandonné l'affaire lorsqu'ils n'avaient plus été en mesure de payer leurs honoraires. Sa femme avait divorcé et déménagé dans un autre État sous un nouveau nom. Ses enfants refusaient de répondre à ses appels. L'ironie la plus cruelle était que Whitmore, qui avait passé des décennies à utiliser sa fortune pour faire taire ce qu'il considérait comme inférieur, dépendait désormais de la charité du système pénitentiaire pour subvenir à ses besoins fondamentaux. L'homme qui possédait autrefois 3 manoirs partageait désormais un espace de 2 mètres carrés avec un compagnon de cellule qui le traitait avec le même mépris qu'il avait manifesté envers les familles vulnérables. Dans l'après-midi de ce même vendredi, André reçut une visite inattendue. Sophia Whitmore, qui avait repris le nom de sa mère, Morrison, frappa à la porte de son institut. Elle avait radicalement changé au cours des derniers mois, son apparence reflétant une confiance et une détermination qu'elle n'avait jamais montrées pendant ses années de vie privilégiée. « Je voulais vous remercier en personne », dit-elle en s'asseyant dans la salle de réception de l'Institut. « Non seulement pour m'avoir protégé, mais aussi pour m'avoir montré qu'il existe des gens prêts à faire ce qui est juste même quand cela leur coûte tout. » Sophia expliqua qu'elle avait utilisé le reste de son héritage, les biens qu'elle avait réussi à préserver avant la faillite de son père, pour créer un fonds de soutien aux familles victimes de persécutions corporatives. Elle étudiait le droit et prévoyait de consacrer sa carrière à des affaires similaires à celles d'André. « Mon père m'a toujours dit que les gens comme vous étaient différents, inférieurs, » a-t-elle déclaré, ses larmes reflétant des années de croissance personnelle. « Il m'a fallu 22 ans pour comprendre que la seule personne inférieure était lui. Et moi, pour avoir cru à ses mensonges. » Isabella, qui venait de rentrer de l'école, est entrée dans la pièce et a immédiatement reconnu Sophia. « Emma !» s'est-elle écriée en courant vers elle pour la serrer dans ses bras. Pour la petite fille, Sophia serait toujours la jeune femme gentille qui avait partagé ses matins pancakes et ses après-midi Lego. André observa ces retrouvailles avec un mélange d'émotion et de satisfaction. Sa décision d'accueillir une jeune fille effrayée pendant une tempête avait déclenché une série d'événements qui avaient non seulement protégé sa famille, mais aussi créé des vagues de changements positifs qui s'étaient propagés bien au-delà de sa situation personnelle. Ce soir-là, après le départ de Sophia et une fois Isabella couchée, André resta seul dans son bureau, passant en revue les rapports de l'Institut. En seulement 6 mois, ils avaient aidé 43 familles à lutter contre des abus de pouvoir,
obtenant des indemnisations totales de plus de 8 millions de dollars et l'arrestation de 12 cadres corrompus. Son téléphone sonna à nouveau. C'était un journaliste de CNN qui demandait une interview pour un documentaire sur l'affaire Whitmore qui serait diffusé à l'échelle nationale. André déclina poliment, comme il le faisait pour la plupart des demandes des médias. Sa victoire n'avait pas été une question de gloire ou de reconnaissance, mais de protection de sa fille et de preuve que la justice ne connaît ni classe sociale ni compte en banque. Lorsqu'André ferma les yeux ce soir-là, ses dernières pensées ne portèrent pas sur Richard Whitmore pourrissant dans une cellule de prison, ni sur les millions de dollars que son institut brassait, ni même sur les offres prestigieuses qui lui parvenaient chaque semaine d'universités du monde entier. Il a pensé à une tempête par une nuit froide, à une jeune fille effrayée qui avait besoin d'aide, et à sa décision instinctive d'ouvrir la porte de sa maison. Ce simple choix de faire preuve de gentillesse envers une inconnue était devenu le fondement de tout ce qui avait suivi. André avait appris que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous font du mal, mais de construire quelque chose d'aussi significatif et puissant que tout le mal qu'ils ont tenté de causer devient insignifiant. Richard Whitmore avait tenté de briser une famille modeste, mais il avait fini par créer un mouvement qui protégerait des milliers d'autres familles à l'avenir. Isabella dormait paisiblement dans sa chambre, rassurée par le fait que son père était un homme que le monde respectait et admirait. Elle grandirait en sachant que la force ne vient pas de l'argent que l'on possède ou de la puissance de ses ennemis, mais du fait de toujours faire ce qui est juste, même lorsque cela coûte tout, et surtout lorsque tout le monde pense que l'on n'a pas le pouvoir de se battre. La meilleure vengeance, avait découvert André, est de se construire une vie si pleine de sens et d'impact que ceux qui ont tenté de vous détruire ne deviennent que des notes de bas de page insignifiantes dans l'histoire de votre victoire. Et tandis que Whitmore dépérissait dans l'obscurité et l'échec, André savait que chaque nouvelle famille protégée par son institut était une preuve supplémentaire que la bonté, lorsqu'elle est associée au courage et à l'intelligence, triomphe toujours du privilège corrompu. Si cette histoire de justice et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car dans le monde réel, des histoires comme celle d'André se produisent tous les jours, prouvant que n'importe qui peut affronter l'injustice et vaincre, à condition d'avoir le courage de documenter la vérité et la sagesse de transformer la souffrance en force pour protéger les autres.